Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le podcast d'Éco pour tous, consacré au thème Ville et cohésion sociale. Notre invitée, Camille Aimé, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Paris School of Economics. Ses travaux de recherche portent sur l'économie urbaine, l'économie du travail et de la criminalité, en mettant l'accent sur le rôle des interactions sociales locales. Camille, bonjour. Bonjour. En tant qu'économiste, comment définir la cohésion sociale ? La cohésion sociale va représenter la capacité d'une société à rester unie, à se serrer les coudes si on veut, ce qui va avoir plusieurs implications. La première implication, c'est que les membres de la société vont pouvoir se faire confiance, s'entraider, coopérer les uns avec les autres. La deuxième implication, c'est qu'ils vont partager une identité commune, et si ce n'est pas le cas, au moins avoir le sentiment d'appartenir à la même communauté. Ça va leur permettre de développer des normes sociales communes, de mieux s'entendre et de mieux se comporter en société. Et effectivement, la troisième implication, c'est qu'ils se comportent selon ces normes sociales communes. La question ensuite qu'on peut se poser, c'est maintenant qu'on a cette définition un peu large, comment en tant qu'économiste on peut quantifier cette cohésion sociale. Et moi, par exemple, je vais utiliser plusieurs indicateurs, tels que des indicateurs de criminalité ou de délinquance, qui montrent si la société est capable d'avoir des normes communes, ou bien des indicateurs de participation à la vie civique, comme la participation aux élections, qui montrent comment les individus sont capables de s'exprimer pour la collectivité, ou encore des notions de participation à des associations dans le quartier. En quoi s'agit-il d'un enjeu pour les villes ? Nous vivons aujourd'hui dans des contextes de plus en plus urbanisés. Pour illustrer ce point, je peux vous dire que l'ONU estime que 80% de la population mondiale vit dans une ville ou dans une zone périurbaine assez dense. Et l'ONU estime que cette part devrait encore continuer à augmenter au cours des prochaines décennies. Donc ce que ça signifie, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à vivre dans des environnements denses, voire très denses, ce qui augmente en fait les possibilités d'interaction sociale. Et comme on peut le voir à travers les travaux d'économistes ou de sociologues, ces interactions sociales peuvent être positives, par exemple en termes d'entraide ou encore d'échange d'informations qui peuvent aboutir à du travail, à des choix d'éducation. Mais à l'inverse, si les individus ne dialoguent pas ou ne sont pas capables de créer des normes et de se mettre en société, de vivre en société, de faire communauté, ça peut se traduire par des opportunités ratées, par exemple l'emploi encore une fois, ou pire par des situations conflictuelles et notamment la hausse de la criminalité ou de la délinquance. Auriez-vous un exemple précis d'une situation dans laquelle la nature des interactions sociales locales peut avoir des retombées économiques ? Je peux vous donner l'exemple des travaux qu'on est en train de conduire en ce moment avec ma collègue Manon Garous de l'Université de Lille, où on s'intéresse au rôle des voisins sur le choix d'orientation des élèves à la fin de la troisième. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les voisins qui vivent très proches d'un élève de troisième, enfin ses autres camarades de troisième, vont avoir une influence sur son choix de s'orienter en filière professionnelle ou en filière générale. Bien sûr, cette influence des voisins, elle reste relativement faible par rapport au rôle que joue déjà le contexte socio-économique des parents notamment, le contexte scolaire. Mais il y a quand même une influence très proche des voisins sur ce choix d'orientation qui va ensuite avoir des impacts sur les études futures et sur l'emploi et les salaires à l'avenir. Donc ça, c'est une implication concrète de comment les voisins vont avoir une influence économique. Une autre situation dans laquelle on voit que les interactions sociales locales ont un rôle économique, c'est sur le marché du travail. Donc dans des travaux que j'avais fait par le passé avec Clément Malguir qui est au CREST, on avait montré que la composition en termes d'origine des voisins a un impact sur la capacité des individus à être en emploi. Et donc cet impact, en fait, il traduisait la capacité des communautés plus ou moins diversifiées à communiquer ensemble, avec l'idée que quand on communique plus facilement, on a des meilleures opportunités d'emploi sur le marché du travail. Existe-t-il des politiques publiques favorisant la cohésion sociale au sein des villes ? Alors, on n'a pas de politiques publiques qui vont directement avoir pour objectif de favoriser la cohésion sociale, mais il y a un certain nombre de politiques qui, par leur action, vont réorganiser la structure de la ville ou changer la composition de la population à l'intérieur des quartiers, ce qui va pouvoir avoir une influence sur la cohésion sociale. Donc, pour être un peu plus concret, déjà la présence de certaines infrastructures peut favoriser les interactions sociales. Donc, je pense notamment à toutes les infrastructures type espace vert ou parc. Donc, très concrètement, il y a des travaux notamment dans des pays en développement en Amérique latine. J'ai l'exemple très concret de Santiago du Chili, où ils ont essayé de réhabiliter dans des communautés très pauvres, en fait, de réhabiliter
réhabiliter des espaces abandonnés et pour que la population s'en ressaisisse, les remette à jour et puis que ça fasse des espaces verts au sein duquel la population locale peut se réunir. Et donc ça, on montre que ça a des impacts très positifs en termes de réappropriation du quartier, d'appartenance à la communauté et donc réduction de la criminalité par exemple. Ça, on peut avoir ce genre de politique en France également. On peut penser notamment à tout ce qui est de l'ordre du budget participatif. Voilà, il y a beaucoup d'initiatives au sein des quartiers qui peuvent favoriser le sentiment d'appartenance au quartier. Et enfin, on peut aussi penser aux politiques de type renouvellement urbain. Donc ça, c'est des politiques qui sont beaucoup plus importantes. C'est des investissements massifs de la part des États qui vont permettre de rénover les quartiers dégradés, qui sont souvent des quartiers pauvres, de favoriser la mixité sociale. Donc on peut citer les travaux de Nina Guyon notamment, et qui vont permettre de créer des communautés plus mixtes, mais avec une meilleure intégration sociale dans la ville. Ces sujets font écho à des questions abordées dans d'autres sciences sociales. Comment se fait le dialogue avec les autres disciplines ? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, la notion même de cohésion sociale, évidemment, elle n'a pas été inventée par les économistes. On peut même dire qu'elle remonte à la notion de conscience collective qui avait été établie par le sociologue Émile Durkheim à la fin du 19e siècle. Et donc c'est un concept qui a été beaucoup étudié en sociologie et qu'on a emprunté à la sociologie. Déjà, on peut dire qu'il y a une complémentarité des approches entre les approches de sociologues qui vont être peut-être plus qualitatives et nos approches d'économistes où nous on va essayer plutôt de quantifier. Mais surtout, ce que je trouve intéressant avec cette question, c'est qu'on va pouvoir utiliser les travaux des sociologues ou des géographes pour appuyer certaines de nos hypothèses. Donc par exemple, moi quand je m'interroge sur les interactions sociales au niveau local, au niveau des voisinages, j'ai besoin d'avoir une idée de quelle est la distance qui sépare des individus qui vont s'influencer. Donc est-ce que je vais m'intéresser à des individus qui vivent dans un rayon de 100 mètres ou est-ce que finalement ma zone d'influence ça va être de l'ordre de 1 km. Et ça moi j'en ai aucune idée et il y a des travaux donc, de sociologues ou de géographes qui ont étudié sur des sous-ensembles de la population quel est le périmètre pertinent pour les influences sociales. Donc on va pouvoir utiliser ces travaux pour appuyer nos propres hypothèses. Je voudrais aussi dire qu'en termes d'interprétation des résultats, nous en général on travaille avec des grosses données administratives ou des données d'enquête assez larges, mais ces données en général ne sont pas suffisamment fines pour interpréter les mécanismes derrière les résultats qu'on met en évidence. Et donc pour ça, les enquêtes de terrain plus qualitatives réalisées par les sociologues peuvent nous permettre d'apporter une compréhension plus fine des mécanismes. Et donc tout ça, c'est ce qu'on essaye de faire, de dialoguer avec les autres sciences sociales, notamment à travers la mise en place d'un projet collaboratif Ville, Histoire et Société, qui a été monté dans le cadre de l'initiative Ouvrir la science économique de l'École d'économie de Paris. Et donc on essaye de se réunir régulièrement avec des chercheurs d'autres disciplines pour discuter de ces différentes approches sur des questions communes. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de PSE www.parischoolofeconomics.eu. À bientôt!